Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2842 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 11 mars avec des anniversaires comme d'habitude et tout d'abord cette légende Didier Drogba. Il fête aujourd'hui ses 46 ans, immense footballeur bien sûr, on va revenir sur ce qu'il a remporté. Une Ligue des Champions avec Chelsea, la première de l'histoire de Chelsea. Donc 4 Premières Ligues, 4 FA Cup, 3 League Cup, 2 Community Shield, une Super League turque du côté du Galatasaray, une Coupe de Turquie, une Super Coupe turque, 2 fois joueur africain de l'année et 4e au Ballon d'Or 2007. Bon anniversaire à cette légende ivoirienne. Et n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui réussit énormément en finale. Il a disputé 10 finales pour 9 buts et 8 titres. Voilà, donc pas mal bien sûr. Donc bon anniversaire à Drogba. Et sinon, on joue en activité, parce que Drogba, il a pris sa retraite. Par exemple, Axel Disasi, le défenseur français de Chelsea, fête aujourd'hui ses 26 ans. Robertson, défenseur gauche de l'équipe de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Par exemple, tiens, Guillaume Reste, le jeune gardien de Toulouse, il fête aujourd'hui ses 19 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors du week-end dans les gros championnats en Europe. On commence comme d'habitude en France, en Ligue 1 avec, comme d'habitude, le dernier match qui s'est joué, c'était hier soir. Donc entre Marseille et l'équipe de Nantes, et l'OM continue sa magnifique série avec une victoire 2-0. Et l'unique buteur, parce qu'il a marqué 2 buts, c'est encore lui, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Vraiment, il marche sur l'eau actuellement. Il marque but sur but, match après match. C'est fou ce qu'est en train de réaliser l'attaquant gabonais. Bref, donc cette rencontre, Marseille, ça n'a pas été aussi tranchant que lors des derniers matchs. Mais bon, à la fin du compte, ils prennent les 3 points, c'est bien ça le plus important. Donc Marseille, c'est 12 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. L'équipe de Nantes a aussi pas mal de tirs, 10 tirs, 3 tirs cadrés. Mais 0 but inscrit, donc beaucoup moins efficace que l'équipe de l'OM. Et du coup, ça fait une nouvelle victoire sous l'ère Jean-Louis Gasset. Et c'est vrai que c'est magnifique. Depuis son arrivée, c'est simple, c'est 100% de victoire, 5 matchs, 5 victoires, 18 buts marqués pour seulement 3 petits buts concédés. On se souvient avec Gattuso, ça ne marchait pas du tout. Enfin, surtout sur la fin. Et là, avec Jean-Louis Gasset, donc le changement d'entraîneur a été très bénéfique pour l'équipe de l'OM. Donc voilà, 3-1 contre le Shakhtar, 4-1 contre Montpellier, 5-1 contre Clermont, 4-0 contre Villarreal et là 2-0 contre le FC Nantes. Donc ça fait 62 ans qu'un entraîneur de l'OM n'avait pas connu 5 victoires pour ses débuts. Pour vous montrer que c'est quasiment historique ce qu'il est en train de réaliser. Et l'OM revient à 3 points du podium et est bien parti pour être en quart de finale d'Europa League parce qu'ils ont gagné 4-0 leur match aller de leur 8e. Donc là, ils se déplacent jeudi, bien sûr, à Villarreal pour le match retour. Donc voilà, pour l'instant, tout sourit, tout va bien actuellement du côté de l'OM. Et l'OM de Gasset a marqué autant de buts, donc j'ai dit, sur ces 5 matchs, 18 buts. Donc enfin que les 13 matchs de l'OM sous Gattuso. Ça c'est fou, donc voilà. Pour vous dire que il marque beaucoup par rapport à Gattuso où ils ont marqué le même nombre de buts mais en 13 matchs joués, donc 8 matchs de plus. Et Jean-Louis Gasset, il a dit c'est notre 5e match en 18 jours, je savais qu'on allait souffrir, c'est pour ça que ça a été compliqué quand même cette victoire hier, donc on n'a rien lâché, on n'a pas été très beau mais on a tenu et surtout le plus important c'est la victoire et elle a été encore empochée, bien sûr cette victoire côté Olympique de Marseille. Et Gasset évoque les prochains gros matchs qu'attendent l'OM parce que là il y a 5 matchs très importants pour l'OM, je vais vous montrer juste après, il a dit c'est pour ça qu'on accepte ces challenges, c'est pour vivre des choses comme ça, c'est beau, il y a d'abord 2 matchs, puis la trêve internationale, là on va dormir, bien se reposer pendant cette trêve parce que regardez les 5 prochains matchs, donc là déjà le prochain c'est Villarreal, c'est jeudi. Voilà, jeudi en Espagne. Donc voilà. Ensuite, c'est Rennes la semaine prochaine. Rennes, grosse équipe. Rennes-Marseille. Vous ne voyez pas que Rennes avait éliminé l'équipe de Marseille il y a à peu près 2 mois en Coupe de France. Ensuite, dès le retour de la trêve internationale, l'OM reçoit le Paris Saint-Germain. Donc le 31, c'est un dimanche soir, 31 mars. Ensuite, déplacement à Lille. Puis après, réception de Nice, qui est actuellement 5e. Donc voilà, là c'est vraiment 5 matchs hyper importants pour l'Olympique de Marseille. C'est que des grosses équipes. On verra s'ils vont continuer bien sûr leur série. De ne pas perdre de match. Et c'est que Marseille, les gars, à domicile, c'est quand même incroyable. Ils n'ont pas perdu le moindre match depuis août au 10 mars 2024, maintenant au 11 mars. L'OM est toujours invaincu au Vélodrome cette saison. Le contraste avec la saison dernière est saisissant parce que la saison dernière, c'est une équipe qui performait énormément à l'extérieur, mais à domicile, ils ont perdu beaucoup de points. Et même ce qu'on leur reprochait d'être aussi peu réguliers à domicile, parce qu'ils perdaient beaucoup à domicile. Mais là, cette saison, ils ne perdent pas. Voilà, ils n'ont pas perdu de la saison à domicile. Et l'OM est à 4 matchs d'écrire l'histoire dans son stade. Le club phocéen n'a jamais perdu cette saison au Vélodrome. Donc 8 victoires, 5 nuls. Donc s'ils font encore 4 matchs sans perdre à domicile, ça serait historique pour eux, la plus longue série sans perdre. Mais bon, les 4 prochains matchs à domicile, j'ai dit c'est du lourd. Donc déjà, il y a le PSG, le prochain match à domicile en championnat. Ensuite, ça sera Nice à domicile, Lens à domicile et Lorient à domicile. Donc voilà, concernant, donc ça fait quand même 19 matchs d'affilée que l'OM n'a pas perdu.
toutes compétitions confondues du côté du Vélodrome. La une du journal L'équipe aujourd'hui au Aubameyang, par rapport bien sûr à Aubameyang, parce que actuellement c'est lui l'homme fort du côté de l'OM. Regardez, c'est lui qui a mis le doublé hier, et grâce au doublé d'Aubameyang actuellement en état de grâce, l'OM revient un petit point des places européennes. Aubameyang, il n'y a rien à dire, la saison est incroyable, 23 buts, 8 passes D en 37 matchs, déjà 23 buts inscrits en toute compétition confondue. Donc c'est simple, Aubameyang est devenu donc hier soir le premier attaquant à inscrire 23 buts pour sa première saison avec l'OM depuis Drogba, qu'on a parlé tout à l'heure avec son anniversaire. Donc voilà, Drogba, c'était je ne sais plus quelle année, bon, il y a pas mal d'années. Il avait marqué bien sûr, c'est une légende du côté de l'OM, Drogba. Aubameyang a les mêmes statistiques que Drogba pour sa première année. Pour vous dire qu'il est très prolifique, donc 23 buts toutes compétitions confondues, donc dont 11 inscrits du côté de la Ligue 1. Il a inscrit aussi pas mal, je crois 9 du côté de l'Europa League où c'est le meilleur buteur. Donc voilà, 8 buts sur ses 5 derniers matchs. Pour Aubameyang qui a obtenu une belle note, une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe par rapport à son match. Alban Lafont qui a déçu, parce qu'il a fait quand même, surtout sur le deuxième but, il a fait une mauvaise sortie, une note de 3 par rapport à sa prestation. Et quant à Merlin, ancien joueur de Nantes, maintenant joueur de l'OM, donc il joue contre son ancien club. Donc tout d'abord il a dit, est-ce qu'on peut tenir la cadence avec toutes les victoires? Il a dit, on est tous des compétiteurs, on veut tous chercher la Ligue des Champions, on sait que c'est compliqué, qu'il faudra rester concentré sur tous les matchs, on va tout faire pour continuer la série et enchaîner avec la Ligue Europa. On a un match très important à Rennes la semaine prochaine avant la trêve, puis on va bien se reposer avant le Classico. J'ai dit le 31 mars prochain sera le premier match de Marseille après la trêve internationale. Et Merlin, par rapport à son ancien club, j'espérais gagner pour mes retrouvailles entre Nantais et moi. J'ai été avec eux pendant 2 ans et demi, ils m'ont appris le monde professionnel. Je leur souhaite une bonne fin de saison et de ne rien lâcher, parce que Marseille, actuellement ça va bien, mais côté Nantais ça va pas du tout, ils vont jouer le maintien jusqu'à la fin de la saison. Et concernant ce match hier, on peut voir que Vitinha, le joueur de l'OM prêté au Genoa, était de retour au Vélodrome, il a pu assister bien sûr à cette rencontre. On en parlera tout à l'heure de Vitinha, quand on parlera bien sûr de la Serie A. On continue avec les autres rencontres en Ligue 1, parce qu'il n'y avait pas que Marseille-Nantes, bien sûr, il y avait aussi le Paris Saint-Germain contre Reims, c'était hier à 13h, et score final de partout. Donc un but contre son camp côté PSG, un but de Gonzalo Ramos contre un but de Munetsi et Diakité côté stade de Reims. Donc les statistiques de la partie: 19 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts inscrits pour le PSG. Donc le PSG, ça a été une belle rencontre parce qu'il y a eu pas mal de buts dans le match, mais c'est quand même leur 3e match d'affilée. 3e match nul d'affilée. Voilà, en Ligue 1, c'est vrai que le PSG fait un peu du surplace. Bon, après, ils ont beaucoup de points d'avance sur le deuxième qui est l'équipe de Brest, mais c'est vrai que le PSG avance pas trop actuellement du côté du championnat français. On va parler de Gonzalo Ramos, l'unique buteur côté PSG, parce que l'autre but a été inscrit par un contre son camp, un joueur de Reims. Bref, donc Gonzalo Ramos a inscrit son 9e but de la saison avec le PSG. Pas mal quand même s'il a été beaucoup critiqué, même s'il joue pas souvent. Quand même, il est déjà 9 buts inscrits avec le PSG, mais bon, on attendait quand même beaucoup plus de l'ancien attaquant du Benfica. On va parler de Mbappé. Donc Mbappé, après son match exceptionnel il y a quelques jours du côté de la Real Sociedad avec son doublé où il a été énorme, donc il a commencé de nouveau sur le banc, il est rentré en jeu à la 70e minute de jeu à peu près. De toute façon, on sait que maintenant les matchs de Ligue 1, il ne jouera plus les matchs entiers Mbappé, parce que Luis Enrique l'a dit, il prépare la saison prochaine sans Kylian Mbappé qui va quitter le club maintenant, c'est sûr. Regardez, il joue pas, c'est parce que bien sûr il va quitter le club. Donc c'est vrai que là il a joué 20 minutes. Le dernier match en Ligue 1, je vous parle Monaco, une mi-temps. Rennes, il avait joué 65 minutes et contre Nantes 30 minutes. Donc voilà, le temps de jeu est vraiment très réduit maintenant pour Kylian Mbappé. Donc sur cette période, 6 points pris sur 12 pour le PSG sur ces 4 matchs. Regardez, par exemple, hier il a joué seulement 20 minutes et le PSG a fait de partout. Peut-être il aurait commencé titulaire, peut-être le PSG aurait gagné le match, on ne sait pas. Mais voilà, c'est que quand Mbappé n'est pas là, tu sens que les résultats sont plutôt moyen, même très moyen du côté de Paris quand il est là. Regardez, contre la Real Sociedad, c'est lui qui te met les 2 buts lors de cette rencontre. Et la tête de Kylian Mbappé après l'égalisation rémoise, parce que bien sûr, il soutenait le PSG, il était un petit peu déçu, Kylian, mais bon, cette saison, il va devoir être souvent sur le banc. Voilà, comme ça, à part les matchs de Ligue des Champions, les quarts de finale, on pense bien sûr qu'il sera titulaire et certainement il jouera tout le match, tellement qu'il est important bien sûr, Kylian. Et Luis Enrique l'a dit, je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian Mbappé à l'avenir, c'est un joueur incroyable, une très bonne personne, je lui souhaite le meilleur du meilleur. Voilà ce qu'il a pu dire sur Prime Video à la fin du match, Luis Enrique. Et en parlant de Mbappé, on va parler aussi de Ethan Mbappé, parce que vers un départ également d'Ethan Mbappé, le jeune milieu de 17 ans se dirige comme son frère vers un départ du PSG. En l'état des choses actuellement, on ne sait pas, ça sera au Real comme Kylian ou un autre club. Donc on est assez proche d'une signature, on en semble assez loin, dit qu'une source du club, parce que lui aussi il est en fin de contrat au 30 juin, donc on était assez proche d'une signature en gros de prolonger le contrat. Et maintenant
En gros, on parle plus du tout de prolongation parce qu'il devrait quitter le club. Donc les relations entre les Mbappé et le club se sont nettement refroidies avec des tensions importantes, notamment avec la maman qui reproche au club de vouloir nuire à l'image de Kylian Mbappé. Peut-être le mettre tout le temps sur le banc, donc ça ils aiment pas trop. La mère surtout de Kylian Mbappé qui est très impliquée dans la carrière de son fils. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle dit aussi que son autre fils, Ethan Mbappé, pourrait faire pareil et quitter le club. Donc ça va jouer dans les décisions qui doivent être prises autour du plus jeune des Mbappé. Donc voilà. Se trouve les deux Mbappé vont quitter, enfin déjà un sûr, Kylian, et peut-être Ethan Mbappé pourrait faire également la même chose. On va parler d'Achraf Hakimi, parce qu'Hakimi, c'est depuis son retour de Cannes, il est très décevant, donc vraiment en difficulté, énorme erreur individuelle contre Reims hier, je crois que c'était pour le deuxième but, il fait une énorme boulette, puis même les matchs précédents, je sais pas, on retrouve pas l'Hakimi en gros d'avant la Cannes, il a beaucoup de mal, donc il faut qu'il se remette dans le bon chemin là, parce qu'il y a des matchs importants bien sûr, qui arrivent pour le PSG. Le nouveau drapeau, l'effigie de Warren Zaïre-Emery dans le COP parisien. C'est la première fois qu'on voit ce drapeau avec bien sûr l'enfant du club, Zaïre-Emery maintenant qui est peut-être la tête d'affiche bien sûr de ce club avec le départ de Kylian, et Warren le présent et l'avenir en banderole qui avait du côté du collectif Ultra Paris, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de banderoles, les 7 banderoles du Cup pour ce PSG Reims, donc voilà, bon je vais pas toutes les lire mais vous pouvez les lire, ça parle de tout, tout simplement, donc voilà. Par exemple, la LFP est une ordure, la grande magouille. Voilà, bon, toujours bien sûr, sur la Ligue de football professionnel. On continue, on va parler rapidement de côté Reims parce qu'ils ont marqué un but et... ils ont marqué 2 buts, mais ce joueur a mis un but et une passe D. C'est Oumar Diakité, 20 ans, nous sort une très grosse première mi-temps contre le PSG. Donc un but et une passe D pour lui. Donc n'oubliez pas qu'il a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire. Et voilà, il revient très fort, bien sûr, maintenant avec l'équipe de Reims. Et côté Reims, Agbadou, il a dit l'objectif est de finir au moins européen. Voilà, donc ils ont pris quand même un bon point bien sûr du côté du Parc des Princes. On continue avec le LOSC qui jouait contre Rennes, c'était hier, score final 2 partout. Pourtant Rennes a déjà mené 1-0 au bout d'1 minute de jeu. Kelemundo, deuxième but à la 20e, donc 2-0, ça sentait bon pour Rennes, surtout que Rennes menait toujours 2-0 à la 83e minute de jeu, puis après ça a été le réveil de Lille et surtout le réveil de Jonathan David lui aussi, exceptionnel actuellement là, avec le doublé 84e et 92e minute de jeu, il égalise et il permet à Lille de ne pas perdre et de prendre au moins un point, et surtout de ne pas que Rennes prenne 3 points bien sûr, parce qu'ils sont pratiquement au même niveau qu'eux au classement. Bon voilà les statistiques de la partie, Lille a eu plus de tirs cadrés que l'équipe de Rennes, donc David les gars est en grande forme dernièrement, regardez, les 5 derniers matchs, il a marqué un doublé contre Sturm Graz en Europa Conference League jeudi, il avait marqué également un doublé, donc déjà 4 buts sur ces 2 derniers matchs. Il a marqué un triplé contre Le Havre, contre Toulouse une passe D, contre Reims un but. Donc lui aussi, les gars, on parlait d'Aubameyang tout à l'heure, mais lui aussi est très prolifique actuellement. 12 matchs en 2024, toutes compétitions confondues, 14 buts inscrits, c'est énorme, et 3 passes D, donc c'est simple, Jonathan David est le meilleur buteur européen, toutes compétitions confondues en 2024. On ne prend pas qu'en France, on prend aussi en Allemagne, en Angleterre, en Italie, peu importe, avec 14 buts à l'attaquant lillois devant un certain Kylian Mbappé qui est deuxième. 13 buts, mais il est devant Harry Kane, devant tous les autres joueurs. 14 buts inscrits depuis le début d'année 2024. Personne ne fait mieux actuellement en Europe. Et concernant ce joueur, il y a de fortes chances qui quitte l'équipe de Lille en fin de saison. Et Lille, les gars, va jouer du très lourd là, lors des prochains matchs. Donc déjà, c'était Rennes hier. Là, ils vont recevoir Sturm Graz. Ils ont gagné 3-0. Match aller, ça devrait le faire. Mais après, c'est surtout après Brest, qui est deuxième de Ligue 1. Ils vont se déplacer là-bas. Ensuite, c'est le derby contre Lens, le 29. Ensuite, ils reçoivent l'Olympique de Marseille. Et après, ils vont à Monaco. Donc eux aussi, ça va être un mois, on va dire, décisif pour eux, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont jouer la saison prochaine, les coupes européennes, ou peut-être pas de coupe européenne, parce que s'ils échouent là, ça sera très compliqué pour eux. Et toujours sur ce match, j'avais dit qu'Eden Hazard allait être, elle donne une coup d'envoi fictif, tout ça, il était bien présent, voilà, donc accueil royal au stade de Pierre-Mauroy pour le retour d'Eden Hazard. Donc voilà, quelques photos, regardez, il y avait magnifique tifo, merci. L'autre côté, Eden, avec le visage bien sûr d'Eden Hazard, qui a remporté la Coupe de France et la Ligue 1. Je ne sais plus c'était quelle année exactement, en 2011, 12, je ne sais plus. Bref, voilà. Donc voilà, le LOSC propose à ses supporters des burgers et des gobelets spéciaux pour rendre hommage à Eden Hazard. Donc le verre, on peut dire, et les burgers qui étaient vendus on va dire ou dans le stade tout simplement de Lille. Eden Hazard, regardez ce qu'il a dit, je pourrais dire à mes enfants que je suis une idole à Madrid. Et non, pas à Madrid, à Lille. Il s'est trompé en gros, il a fait un lapsus. Un lapsus, c'est dire quand tu trompes de mots en gros. Voilà, il voulait dire Lille, mais en gros, il a dit Madrid. Non, il ne pourra pas dire à ses enfants que c'est une idole, bien sûr, à Madrid, même pas du tout, mais à Lille, bien sûr, certainement. Et Hazard, sur un éventuel retour au LOSC avant de prendre sa retraite, parce que Lille aurait été intéressé pour le faire revenir. Il a dit Lille est mon club de cœur, je ne me voyais pas autre part en France s'il serait revenu.
En France, c'était seulement à Lille. Avant d'arrêter, j'ai pensé à revenir au LOSC qui m'a tellement donné, mais c'était trop compliqué par rapport à ma famille car on était bien à Madrid. Il ne voulait pas déménager de Madrid parce que même là, s'il joue plus au Real Madrid, il habite toujours à Madrid. Donc, il ne voulait pas revenir en France en gros. J'avais envie de revenir car l'histoire aurait été magnifique, mais mon corps me jouait des tours. Puis, je n'étais pas sûr de pouvoir bien jouer avec mes récentes blessures. Donc, c'est pour ça qu'il a préféré dire stop à tout, stop au Real, stop à tout le monde et stop aussi à sa carrière tout simplement de footballeur. Et il y avait également Gervinho qui était présent également lors de ce match hier lui aussi. C'est un très grand joueur bien sûr du LOSC. On continue avec un autre club à côté de Lille à Lens. Donc c'était samedi soir, Lens recevait Brest. C'était quasiment un match de Ligue des Champions parce qu'il a été très beau le match. Bon, 1-0 pour l'équipe de Lens. Aguilar, l'unique buteur du match, un but de la tête. Donc les statistiques, donc ça a été serré. Peut-être côté Brest, ils ont peut-être eu plus d'occasions. Avec un peu plus de tirs, ils ont touché le poteau. Brest, ils ont un peu moins de chance, ils auraient au moins dû prendre le nul. Brest, bon, ils ont perdu, c'est comme ça. Et du coup, Lens rebat les cartes parce que Brest, les gars, a perdu. Et Brest, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus perdu. Donc Brest a concède sa première défaite depuis plus de 4 mois en Ligue 1. 4 mois, ils n'avaient pas perdu. Brest, c'est fou. Une série de 13 matchs sans défaite en championnat qui prend fin ce soir. Donc regardez tous les matchs. Ils n'avaient plus perdu depuis le 5 novembre. 5 novembre, ça fait plus de 5 mois qu'ils n'avaient pas perdu le moindre match Brest. Donc voilà, beaucoup de victoires, quelques nuls. Et là, ils perdent. Ils ont perdu samedi soir du côté du Racing Club de Lens. Et Eric Roy, donc le coach de Brest, il a dit on va part de Lens avec de la frustration. Je pense qu'un match nul aurait été mérité. Je pense aussi. Parce qu'ils ont eu quand même des grosses situations, comme cette équipe de Brest. Et Brice Samba, le gardien lensois qui a fait un clean sheet contre Brest, il a dit Brest nous a imposé un rythme de Ligue des Champions ce soir. Parce que je vous ai dit que Brest, les gars, ils sont deuxième, mais pas pour rien. S'ils sont à cette position, c'est pas volé, c'est qu'ils jouent très bien au football, bien évidemment, cette équipe. Mais bon, le problème, c'est se qualifier en Ligue des Champions. Tous leurs meilleurs joueurs, peut-être Pierre Lesmelou, qui est peut-être le meilleur cette saison, mais de fortes chances qu'ils perdent quasiment leurs meilleurs joueurs pour la saison prochaine. On va parler de Lorient contre l'équipe de Lyon. Et Lyon fait le taf encore. Une victoire 2-0 du côté de Lorient. Tagliafico, très beau but de la tête. Et Baldé, un but en fin de match. Voilà, deux buts pour cette équipe de Lyon. Qui a plutôt, j'ai pas vu le match, mais bon, ils ont dominé. 13 tirs, 6 tirs cadrés pour Lyon, 2 buts. Lorient, les gars, c'est 9 tirs, 0 tirs cadrés. Voilà, si tu ne cadres pas, tu ne peux pas marquer. Donc parfait pour Lyon qui se ressaisit. Ils avaient pris un 3-0 la semaine dernière contre Lens. Donc là, ils repartent avec une victoire. Donc maintien à vue, parce que l'objectif c'est le maintien. C'est vrai que c'est fou, parce qu'il y a encore il y a un mois et demi, ils étaient derniers de la Ligue 1, donc là ils remontent fort, parce qu'ils font que de gagner tout simplement cette équipe de l'OL. Donc Lyon était bon dernier de Ligue 1, il ne comptait qu'une seule victoire avant l'arrivée de Pierre Sage, et depuis un 10e de Ligue 1, 12 victoires qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de France. Donc tout va mieux du côté de l'Olympique lyonnais, et généreux sans le général parce qu'ils ont gagné sans Lacazette. On sait que Lacazette est très important. Une petite info concernant Lacazette, parce qu'on le félicite, parce qu'il a été papa pour la 3e fois cet après-midi. C'était hier après-midi, donc c'est une petite fille. Donc félicitations bien sûr à lui. C'est pour ça qu'il n'a pas joué tout simplement cette rencontre. Il y a aussi Strasbourg contre Monaco. C'est Monaco qui fait la très bonne opération, s'imposant 1-0 du côté de Strasbourg. Ben Seguir, l'unique buteur du match. On peut voir que voilà, Monaco a complètement dominé cette équipe de Strasbourg qui déçoit Strasbourg actuellement. Donc voilà, rien à dire. Et Ben Seguir, il a marqué son premier but de la saison, le jeune joueur de l'AS Monaco. Et Strasbourg, j'ai dit les gars, ça va pas du tout. Ils n'ont pas gagné le moindre match en 2024 en Ligue 1. Voilà, donc les Croix, c'est-à-dire c'est des défaites et le Tirreno, là-bas c'est match nul, pas de vert, pas de victoire pour eux. Et attention, parce que si ça continue, ils vont descendre en Ligue 2. L'équipe de Strasbourg et les supporters strasbourgeois continuent de protester contre Bleu Echo. Donc en gros, c'est les propriétaires du club. C'est Todd Boehly qui est aussi propriétaire de Chelsea, parce qu'en gros, Todd Boehly mais que sur Chelsea, pas sur Strasbourg, et c'est peut-être pour ça que Chelsea va pas bien actuellement, parce qu'ils sont mal dirigés, tout simplement par la société, la Blue Co, donc ce beaucoup casse-toi, on scande les supporters. Bref, Le Havre contre Toulouse, Le Havre s'est imposé 1-0, une victoire très importante pour le maintien, bien sûr, pour l'équipe du Havre, donc les stats de la partie, donc 4 tirs cadrés pour Le Havre, et concernant Toulouse, encore de la chance, bon ils ont perdu, mais encore de la chance, pourquoi? Parce que Toulouse vient d'être sauvé par un de ses montants, donc un poteau, une barre, pour la 21e fois de la saison, 21 fois ils ont concédé un poteau, mais ça fait poteau sortant, pas poteau rentrant. C'est un record bien sûr en Europe. Metz contre Clermont, là aussi, c'était un match très important, un match quasiment 6 points pour le maintien, et c'est Metz qui fait la très bonne opération, s'imposant 1-0. Miko Tadze, l'unique buteur du match. Donc côté Clermont, c'est une défaite, il fallait pas perdre, ils ont perdu. Il y a 9 journées de la fin, Clermont, une lanterne rouge de Ligue 1 à 8 points du barragiste. Il va falloir les rattraper ces points, ça sent très mauvais on peut dire pour Clermont, il y a de fortes chances qu'on y voit en Ligue 2 saison prochaine. Donc voici tous les résultats de cette journée de Ligue 1, je parlais de tous les matchs, Nice-Montpellier on a parlé samedi, Montpellier est parti s'imposer 2-1 à Nice, et concernant cette rencontre les gars, nouveau record d'affluence en Ligue 1, il y avait en moyenne 32 338 spectateurs en tribune ce week-end en Ligue 1.
un des matchs où il y avait beaucoup de monde à Marseille, beaucoup de monde à Lille, je sais pas, tiens, du côté de Strasbourg, c'était à guichet fermé, à Paris également, à Lens, hein, samedi soir, il y avait beaucoup de monde dans le stade, donc en tout, en moyenne, 32 338, donc c'est un record tout simplement du côté de la Liga. Les meilleurs buteurs de la Liga, toujours Mbappé en tête, mais Mbappé, hein, vu qu'il joue plus beaucoup, bah, il ne marque plus, il est toujours, bon, il a toujours pas mal de buts d'avance, mais attention, parce que David, hein, il marque beaucoup là, donc Mbappé toujours 21 buts, David deuxième, 14 buts, Lacazette 12, Aubameyang, hein, 11 buts, hein, bien sûr, hein, très bien classé dans ce classement des meilleurs buteurs. Et le classement tout court, donc le PSG en tête, 10 points d'avance sur l'équipe de Brest, hein, à 9 journées de la fin, on a la 25e, donc il y en a 34 de journées. Après, après cette série, Monaco, Lille, Lens, on peut voir tout, c'est tout serré là. Puis après, il y a aussi le suspense concernant le maintien avec Clermont, j'ai dit qu'il est décroché. Mais Metz, heureusement qu'ils ont gagné, hein, ils reviennent à 2 points de Nantes, premier barragiste, 25, 25, 26, 26, 27. Donc voilà, ça va être, il va y avoir beaucoup de suspense, on va dire, dans cette fin de saison de Ligue 1. On passe très rapidement à la Ligue 2. Il y avait un gros match, hein, Saint-Etienne contre l'AG Auxerre, donc un match avec deux clubs historiques, hein, du championnat de première division française. Maintenant, ils sont en Ligue 2. Donc c'est Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0 grâce à Cardona, qui a battu le leader, hein, l'AG Auxerre, qui a du mal un petit peu actuellement à enchaîner. Enfin, l'AG Auxerre enchaîne un troisième match en victoire, 2 nuls et une défaite. Attention, parce qu'ils sont en train de tout perdre, l'AG Auxerre. On arrive sur la fin de saison et ils doivent encore prendre des points pour bien sûr monter, valider leur montée. Donc les stats de la partie, donc un match dominé, hein, par l'AS Saint-Etienne. C'est noté les autres résultats. Donc Angers, deuxième, a fait 0-0 contre Valenciennes. Un futur adversaire de lui en demi-finale de Coupe de France. 3 s'est imposé 2-0. Guingamp s'est imposé 3-2. Ce soir, il y a Grenoble contre Laval. Et le classement, donc l'AG Auxerre, maintenant 2 points d'avance sur Angers. Mais Saint-Etienne revient, parce que Saint-Etienne a commencé très mal. Donc voilà, ils sont encore très loin quand même d'Angers ou même l'AG Auxerre, avec 5 points de retard. Mais ils reviennent fort, hein, parce qu'ils enchaînent les victoires. Donc là, on a 28 matchs, hein, joués. Donc il y en a 38 de journées, encore 10 journées, hein, du côté de la Ligue 2. On quitte la France maintenant, direction l'Angleterre, et on commence avec ce match Liverpool-Manchester City. Je pense que la plupart, enfin beaucoup, je pense qu'on regardait le match. Donc ça s'est fini, hein, partout, hein. C'était en plus le résultat que je m'étais dit en tête avant. C'est quasiment sûr que voilà, ça allait être très serré. Je voyais bien un partout, mais il y a eu un partout, les gars. Donc McAllister, buteur côté Liverpool, et Stone, buteur côté Manchester City. Donc en gros, ça fait l'affaire aucune des deux équipes, hein, parce qu'Arsenal, qu'on parlera tout à l'heure, eux se sont imposés. Donc voilà, du surplace pour les deux équipes. Donc les statistiques du match. Donc Liverpool a eu plus de tirs, hein. Donc les tirs cadrés, pareil, hein, c'est tirs cadrés, mais voilà, Liverpool a eu plus de tirs. C'est que Liverpool, je pense, aurait pu, parce que c'est eux qui ont eu les plus grosses occasions, et ils auraient même dû bénéficier d'un penalty en fin de match qu'on va parler juste après. C'est dommage pour eux, ils auraient pu bien sûr prendre 3 points. Et ben bon, voilà, partage des points. C'était quand même la dernière confrontation entre ces deux entraîneurs légendaires en première ligue, Klopp et Guardiola, parce que Guardiola, bon, il va rester à City, mais Klopp, on sait qu'en fin de saison, c'est fini, il l'a dit, hein, voilà, fin de saison 30 juin, les gars, il arrête avec l'équipe de Liverpool. Et si on fait le bilan des face-à-face entre Klopp et Guardiola en Angleterre, donc 8 victoires pour Klopp, 7 victoires pour Guardiola et 7 matchs nuls. Voilà, pour vous dire que c'est toujours très serré. Ah, c'était un magnifique combat, on peut dire, entre les deux. Bon, après, ils peuvent encore potentiellement s'affronter encore une fois en cette fin de saison. Une dernière fois en FA Cup. Hein, s'il y a un tirage au sort, les deux peuvent s'affronter, sinon ils ne s'affronteront plus. Il n'y a pas de match Ligue des Champions, Coupe d'Europe, ils ne sont pas dans la même compétition. En championnat, ils ont déjà joué les deux matchs. Donc, il n'y a qu'en FA Cup qui pourront s'affronter de nouveau, tout simplement. Ces deux-là, sinon ça sera fini, hein, l'ère Klopp et l'ère Guardiola, l'un contre l'autre, on peut dire. Et Guardiola, sur Klopp, il a dit il reviendra. Il aime trop son métier, que puis-je dire, hein. Il fait de nous une meilleure équipe. Donc l'équipe de City, hein, il a fait de moi un meilleur manager. J'espère qu'il reviendra, enfin qu'il revienne bientôt, hein, car le football a besoin de personnalités comme lui. Donc déjà, c'est Klopp va prendre une année de vacances, on peut dire, puis après il reviendra. Bon, on ne pense pas à Liverpool, peut-être un jour ils se affronteront de nouveau, bien sûr, en tant que coach, les deux. Toujours sur ce match, donc j'ai dit que Liverpool aurait dû bénéficier d'un penalty. Oui, les gars, regardez en plus, hein, c'était en toute fin de match, hein, regardez, c'était à la 98e minute et 48 secondes, on était à plus 8 de temps additionnel. Et c'était la dernière action, hein, où Jérémy Doku, les gars, il met le crampon en plein dans le ventre, hein, de McAllister. Il y a penalty 100 fois et l'arbitre, hein, n'a rien dit. C'est un scandale parce que là, Liverpool, ils prennent le penalty, par exemple, ils marquent, ils gagnent 2-1. Ça change totalement la donne, bien sûr, au classement, hein, parce que Liverpool serait leader actuellement. Puis si Liverpool gagnerait tous ses matchs, parce que par rapport à Arsenal et City, ceux qui ont le meilleur calendrier, j'ai regardé sur les derniers matchs, et ben ils auraient pu gagner le championnat. Bon, ils peuvent toujours le gagner, mais là c'est une action, peut-être qu'on parlera en fin de saison, bien sûr, si Liverpool n'est pas champion, parce que là il y a clairement penalty, hein, je sais pas comment l'arbitre n'a rien pu faire, dire, hein. Donc l'arbitre, c'était le même arbitre que lors du match Real Sociedad PSG, hein, c'était Michael Oliver, hein, l'arbitre anglais. Bref, et Klopp, il a dit, hein, il y a clairement penalty pour tous les passionnés de football sur cette planète. Même un supporter de Manchester City dirait qu'en gros qu'il y a penalty, tout simplement, hein, pour Liverpool. Donc sur n'importe quel angle, c'est faute et c'est carton jaune aussi. Voilà, donc après l'arbitre, peut-être il n'a pas eu les coronets, j'en sais rien, de dire penalty, mais il y a bien penalty
penalty sur ça, c'est un énorme scandale quand même pour Liverpool. Bref, toujours sur ce match les gars, donc Kevin De Bruyne, passeur D, parce qu'il a but sur corner pour Manchester City, c'est lui qui a tiré le corner. Donc 14 matchs, toutes compétitions confondues, 2 buts, mais surtout 12 passes décisives depuis ce retour de blessure. C'est exceptionnel en si peu de matchs, c'est vraiment le boss dans ce domaine des passes D, tout simplement caviar sur caviar pour Kevin De Bruyne. Il n'a pas compris parce qu'à la 68e minute de jeu, c'est plutôt rare, il est sorti, Alvarez est rentré à sa place, donc pas blessé, juste choix du coach, Guardiola, puis lui, regardez, il s'est demandé, voilà, mais pourquoi tu me fais sortir et tout, j'étais bien dans le match, en plus il avait fait une passe D, voilà, il pensait, on l'a joué tout le match, comme souvent, et c'est pour ça qu'il a voulu avoir des explications, tout simplement, Kevin De Bruyne, par rapport à son changement. Il a fait, je dis, une passe D sur le but de John Stones, magnifique, le corner, vraiment, peut-être ça a été travaillé à l'entraînement, très beau but, bien sûr, de Manchester City. Côté Liverpool, donc le but est intervenu sur penalty, sur une grosse faute d'Ederson, donc déjà avant, c'est Nathan Ake, les gars, qui fait une passe en retrait, mais pas assez forte pour le gardien, et du coup Darwin anticipe, puis du coup il va au contact avec Ederson, puis la faute, il y a penalty totalement, regardez Ederson les gars, sur son genou, il fait faute avec Darwin Nunez, et du coup penalty, et du coup il goal le penalty, et il n'a pas arrêté le penalty, il n'a arrêté qu'un seul penalty sur ses 22 derniers penalty subis, c'est très peu, vraiment il n'est pas super bon dans les penalty, Ederson, et le problème c'est que, il a pu goaler le penalty, mais après il s'est blessé en gros, parce qu'il avait eu un choc les gars avec le genou de Darwin Nunez, et en gros il a dû sortir sa Ortega après le deuxième gardien de Manchester City qui a dû finir le match. Bon, il n'a pas pris de but Ortega, ça a été, donc voilà, c'est quand même un coup dur bien sûr pour City de perdre Ederson, leur gardien numéro 1. Luis Diaz mange la feuille en fin de match, les 61e minute de jeu face à face avec Ortega, donc Luis Diaz arrive, et le problème, il arrive face à face, il tire complètement à côté, donc déjà la magnifique passe les gars, c'est ça là dans le rang rouge qui fait la magnifique caviar, mais Luis Diaz les gars se foire totalement, donc là aussi pour vous dire vraiment que Liverpool aurait pu gagner bien sur ce match parce que c'est eux qui ont eu les plus grosses occasions. Van Dijk les gars, il a complètement mis dans sa poche Haaland a joué, on l'a pas vu, Erling Haaland. Donc voilà, c'est vrai que les deux sont quand même impressionnants, et c'est vrai que Van Dijk a complètement effacé, on peut dire, Haaland de la rencontre hier. Et Van Dijk les gars en première ligue à Anfield, c'est un record, il a joué 95 matchs pour seulement une défaite. Bon, il y a eu des nuls, il y a eu énormément de victoires, mais une défaite seulement en 94 matchs à Anfield en première ligue, c'est un record. Jamais un joueur de Liverpool avait eu des stats comme Virgil van Dijk. Lui aussi il a fait un énorme match, et Kyle Walker, le défenseur droit de Manchester City, fait un match de malade, il est partout, et pourtant il y a du lourd en face avec les très bon joueur de Liverpool, mais il a fait un énorme match, comme souvent, Kyle Walker. Et on va parler aussi de Rodri, il a enchaîné un 61e match sans défaite d'affilée avec Manchester City, mais d'affilée, 61 matchs d'affilée sans perdre, toute compétition confondue pour Rodri, exceptionnel. Et du coup, ce match nul fait le bonheur tout simplement des Gunners, parce que Arsenal avait joué la veille contre Brentford, ils ont gagné 2-1. Donc Declan Rice et Havertz à la 86e minute de jeu, et du coup ça fait les affaires, parce qu'Arsenal voulait un nul et eu un nul, parce qu'Arsenal est actuellement leader tout simplement de cette première ligue. Donc on va revenir tout d'abord maintenant sur le match de Arsenal, donc victoire 2-1, on peut voir les stats. Bon, ils ont dominé, ils se sont fait peur, mais ils ont gagné quand même le match. Donc 2-1 avec ce but, j'ai dit, de Havertz. En toute fin de match, un but de Havertz sur une tête, forte tête, voilà. Peut-être le but du titre, on ne sait pas. Mais n'oubliez pas que Arsenal se déplace à Manchester City dans 1 ou 2 journées. Donc attention, c'est très compliqué pour eux. Bref, Havertz, les gars, sur ces 3 derniers matchs, 3 buts et 2 passes D, c'est lui qui marque le but du 2-1. Regardez, ces 4 derniers matchs, les gars, j'ai dit, 3 buts, même 4 buts et 2 passes D. Donc voilà, ça tourne très bien sûr, Kai Havertz sur ces 4 derniers matchs de Première Ligue. Et Declan Rice, lui qui a inscrit le premier but du match côté Arsenal, donc lui aussi il marche sur l'eau actuellement. Les 5 derniers matchs qu'il a pu jouer contre Brentford, buteur, Sheffield buteur, Newcastle passeur D, Brunel il n'avait pas mis de but, mais regardez là West Ham il a mis 1 but et 2 passes D, donc lui aussi les gars ça tourne très fort. Declan Rice, pas un joueur acheté très cher, je crois plus de 117 millions d'euros il avait été acheté l'été dernier en provenance de West Ham. On va parler de ce gardien Aaron Ramsdale, parce que déjà il était pour la première fois titulaire depuis le 25 novembre dernier, ça faisait longtemps, mais pas que lui c'était le gardien numéro 1 la saison dernière. Puis il a perdu sa place, je sais plus c'était qui maintenant, Sanchez, je sais plus c'est qui le gardien, j'ai plus en tête là, bref, bon, il a perdu sa place de titulaire, donc là il a gaulé, ça fait 6 mois, quasiment 5 mois qu'il n'avait pas gaulé, donc il a gaulé, il a fait une énorme boulette, tout simplement, je sais pas ce qu'il a fait, il a trop attendu, puis du coup il a pris un but tout bête, donc il était dégoûté, bon à la fin il était content parce que son équipe s'est imposée, mais bon. Voilà, il n'a pas marqué des points, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, il a fait une énorme boulette. Le gardien Ramsdale. Et Arsenal toujours avec eux, donc 8 victoires consécutives pour Arsenal.
voilà, c'est lourd, hein, regardez, en plus des 6-0, il y a un 5-0, un autre 6-0, il y a un autre 5-0. Hein, ça tourne très très bien Arsenal, qui est logiquement actuellement leader de cette première ligue et prépare très bien la réception de Porto en Ligue des Champions là, pour cette semaine bien sûr de Ligue des Champions tout simplement. Et c'est vrai que la dernière défaite quand même de Arsenal en championnat, ça remonte au 31 décembre 2023. Ils n'ont pas perdu en 2024 en première ligue, hein, cette équipe des Gunners. C'est le classement, enfin surtout par rapport aux 3 premiers, hein, parce qu'il y a ces 3 là, il y a 2 championnats. Il y a les 3 là, puis après il y a le reste bien sûr des équipes. Hein. Donc Arsenal 64 points, Liverpool 64 points et Manchester City 63 points. C'est très rare, hein, en première ligue de voir 3 équipes si proches, on va dire à 10 journées de la fin. Il y a un point d'écart entre les 3 premiers là, c'est exceptionnel. Hein. Souvent il y a une équipe qui se décroche avec une dizaine, quinzaine de points sur le deuxième. Voilà, le championnat est plié. Par là les gars, il y aura du suspense jusqu'à la fin de saison. Et comme j'ai dit, hein, en confrontation directe, il y aura Manchester City qui recevra Arsenal. Sinon Liverpool a déjà joué, hein, contre les deux là. Donc voilà, concernant bien sûr cette PL. On continue avec les autres équipes parce qu'il y a aussi un gros match Aston Villa qui est 4ème, donc juste en dessous, recevait Tottenham. Bon, ils ont pris une grosse claque à Aston Villa, 4-0, ils se sont pris contre Tottenham. Donc 4 buts à score en deuxième période, Madison, Johnson, Son et Timo Werner. Donc voilà, grosse victoire bien sûr pour Tottenham. Donc les stats, hein. N'oubliez pas qu'Aston Villa, hein, cette saison, ils ont enchaîné au moins plus de 20 matchs sans perdre à domicile. Là, depuis 1 ou 2 mois, ils perdent souvent à domicile. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant du côté du Villa Park. Hein. Bref, donc 4-0 pour Tottenham et Hugminson, les gars, énorme match. Hein. Un but, 2 passes D. Donc voilà. On peut voir à la minute où il a été décisif lors de cette rencontre. Et Manchester United samedi, il joue contre Everton et Manchester United s'est imposé 2-0. Bruno Fernandes et Rashford, 2 buts inscrits sur penalty. Donc bon, ça compte, hein, bien sûr les pénaux. Et ça fait 2 victoires, 2 buts et 1 victoire pour Manchester United. Hein. Donc félicitations à eux et 2 pénaltys obtenus par ce joueur Garnacho. Donc c'est lui qui a provoqué en gros les 2 pénaltys pour cette rencontre. Et concernant Bruno Fernandes qui a inscrit le premier pénalty du match, est désormais le meilleur buteur de tous les temps de Manchester United au penalty. C'est son 29e penalty qu'il a marqué lors de cette rencontre. Aucun autre joueur de Manchester United n'a inscrit plus de buts sur penalty que Bruno Fernandes. Il aurait même pu tirer le deuxième. Il a donné son penalty à Rashford, sinon, parce que normalement c'est lui qui tire les pénaux. Vu qu'il y en a un deuxième, il a dit à Rashford, vas-y, va le tirer. Et Rashford a marqué également ce penalty. Donc voilà, félicitations à Manchester United. Tous les autres résultats de cette journée. Donc on a parlé des plus grosses équipes. Je sais pas, Brighton a gagné 1-0 contre Nottingham. Donc ce soir, Chelsea contre Newcastle à 21h, un gros match. On en reparlera bien sûr. Demain le classement. Donc on a parlé tout à l'heure des 3 premiers. Et puis après, on descend de 8 points pour être à la 4ème place. Bien sûr, Aston Villa. Après, bien sûr, ça va être le combat pour la 4ème place. Ça va se jouer entre ces deux-là, voire Manchester United à 47, qui peut encore revenir. Bon, ils ont quand même pas mal de points. 7 points de retard sur Aston Villa alors qu'il reste plus que 10 journées. Donc voilà, du suspense partout. Pour gagner le championnat, pour les places en Ligue des Champions, pour le maintien aussi, parce que là, 21 pour Luton Top, puis après c'est 24, 25, 26. Donc voilà, comme souvent le championnat anglais, les gars. Elle va être passionnant. Moi, concernant Burnley et Sheffield, c'est fini à 14 points. Ils ont 10 points de retard sur le premier non relégable. Ça sent très mauvais pour eux. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. Et le Real Madrid jouait contre le Celta Vigo. C'était en fin de journée hier. Et le Real sans souci 4-0. Ils se sont imposés. Donc Vini, 2 buts contre son camp et 1 but de Arda Güler en toute fin de match. Donc parfait bien sûr pour le Real Madrid. Énorme, le Real 25 tirs, 13 tirs cadrés, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Donc bon, déjà 4-0, mais ça aurait pu monter à 6-7, 8-0, tellement ils ont eu d'occasion. Le Real Madrid. Et Vini a été buteur et 10e but en Liga cette saison pour Vini Junior, ça qui dépasse enfin la barre des 10 buts, comme il le fait souvent là ces derniers temps. Donc joueur régulier, très grand joueur, on le sait. Vini Junior et Ancelotti, sur Vini Junior, je n'ai jamais vu un joueur pris pour cible comme lui. Je n'ai jamais vu un joueur souffrir comme lui. Je n'oublie pas et je ne pardonne pas. Les gens doivent changer leur attitude envers Vini Junior. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse, parce que c'est quelqu'un de beaucoup critiqué, tout ça, et dit qu'en gros les gens doivent changer de comportement envers Vini Junior. On va parler d'Arda Güler parce que c'est historique pour lui. C'est son premier but du côté du Real depuis son arrivée en août dernier. Donc il est entré en jeu en toute fin de match, qu'il a encore très peu joué, mais il a marqué, ça lui fait du bien. 89e, il entre et 5 minutes après, il marque son premier but du côté du Real Madrid. Donc félicitations bien sûr aux jeunes Turcs. Petite info concernant ce joueur, il devrait partir en prêt. La saison prochaine, il ne va pas rester. En plus, il y a Hendrik qui va arriver, il y a Mbappé qui va arriver, 2 joueurs offensifs. Donc pour lui, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Donc il devrait aller ailleurs, partir en prêt dans un autre club. Arda Güler, mais voilà, il a marqué son premier but, donc on le félicite.
le jeune joueur turc. Bellingham, donc il n'a pas joué parce qu'il était suspendu, souvenez-vous le rouge qu'il avait pris lors du dernier match contre Valence. Ed Jude, notre fanbase est avec toi, donc un joli message des supporters du Real pour Jude Bellingham, alors qu'il purge sa suspension de 2 matchs, donc là il a purgé un match, il purgera le prochain match qu'il jouera c'est le 31 mars prochain avec le Real Madrid, parce qu'après il y a la trêve internationale, on peut voir la Jude avec sa maman juste à côté de lui. Girona contre Osasuna, et Girona reprend une victoire parce qu'ils enchaînaient les défaites ces derniers temps. Donc 2-0 pour Girona, donc Portu et Savio ont été les 2 buteurs de cette rencontre. Bon, un match dominé bien sûr par l'équipe de Girona, actuellement 2e dauphin du Real Madrid. Et après une nouvelle victoire ce soir, Girona compte désormais 19 points d'avance sur la dernière place qualificative pour la Coupe d'Europe. Donc en gros, la place pour jouer l'Europa Conference League. Ils ont 19 points d'avance sur cette position-là. Donc ça sent très bon pour eux pour jouer une Coupe d'Europe. Ils sont tout proches de leur première participation européenne de leur histoire, que ce soit LDC, Europa League ou Europa Conference League. Jamais ils ont joué la Coupe d'Europe de leur vie, enfin de leur histoire tout simplement. Donc il devrait bien être européen. C'est fou quand on pense à cette équipe qui jouait le maintien la saison dernière. Ils vont certainement plus jouer la Ligue des Champions, la plus belle compétition. L'Atlético, grosse désillusion, ils ont perdu 2-0 à Cadiz. Jean-Mi a été l'unique buteur, il a marqué un doublé. Et pourquoi c'est une grosse désillusion? Parce que Cadiz, les gars, n'avaient plus gagné le moindre match depuis le 1er septembre. On est quand même le 11 mars. Ils avaient gagné un match en Liga 1er septembre. Je sais pas, il y a 8 mois, ils n'avaient pas pu gagner de match. Et ils ont gagné contre l'Atlético Madrid 2-0. Donc énorme désillusion bien sûr pour l'Atlético, qui dit... Enfin, c'est fini pour eux, bien sûr, de remporter le championnat. Et beau succès, bien sûr, pour Cadiz. En parlant de ce joueur, tiens, Oussou, un joueur syrien, tout simplement. Donc, il est devenu le premier joueur footballeur syrien de l'histoire à jouer un match de Liga. C'est un joueur qui a joué la rencontre contre l'Atlético ce week-end. Tiens, Villarreal, avant d'affronter l'Olympique de Marseille jeudi, et la claque qu'ils ont pris jeudi dernier au Vélodrome, ils ont gagné 3-2 du côté du Betis. Ils préparent bien quand même la réception de l'OM là dans quelques jours. Et concernant la Real Sociedad, qui a aussi perdu là contre une équipe française un mardi dernier, ils se sont imposés 3-2. C'est que les deux équipes là, espagnoles, Real Sociedad et Villarreal, se sont imposés 3-2 après le revers contre l'OM et le PSG il y a quelques jours en Coupe d'Europe. Tous les autres résultats, on a parlé de tous les matchs. Le Barça, j'en ai parlé samedi, on va pas parler aujourd'hui parce qu'ils ont gagné 1-0 le Barça contre Mallorca. Ce soir, Almeria contre Séville et le classement. Donc le Real Madrid a 7 points d'avance sur Gérone à 10 journées de la fin. Ça sent très bon pour le Real Madrid. Le Barça, ils ont 8 points de retard sur le Real Madrid. Donc l'Atlético, 55 points, c'est fini. 14 points de retard en 10 journées. 30 points à donner, c'est fini, bien sûr, pour l'Atlético. Donc voilà, le titre va se jouer entre les 3 premiers là. Bon, il y a de fortes chances que ça soit le Real qui gagne, bien sûr, ce championnat de Liga. On quitte l'Espagne, direction l'Italie, et on commence avec l'Inter Milan, le leader, l'Inter qui joue à Bologne, Bologne 4e, c'est une très grosse équipe avec Thiago Motta en tant que coach, et l'Inter s'est imposé 1-0, Bisek, l'unique buteur du match, donc parfait pour l'Inter. Bon, ça a été un petit Inter, 5 tirs seulement dans le match, mais 4 tirs cadrés, 1 but, alors que Bologne 19 tirs dans le match, c'est énorme, mais 3 tirs cadrés, 0 but marqué. Voilà, l'équipe la plus efficace, peut-être avec le plus d'expérience à gagner le match, donc félicitations à l'Inter, et l'Inter c'est quand même incroyable, 12e succès, toute compétition confondue d'affilée. Regardez les gars, tous les derniers matchs de l'Inter, que des victoires. Donc là, le dernier Bologne, jusqu'au dernière fois où ils ont... Enfin là, c'était un nul ou une défaite. Voilà, que des victoires pour l'Inter Milan, c'est incroyable. N'oubliez pas que se dépasse l'Atlético Madrid. Là, dans quelques... Je sais plus, c'est demain ou après-demain en Ligue des Champions. Donc bref, leader avec 18 points d'avance sur son dauphin. Là, donc en première ligue, c'est très serré, mais en Serie A, c'est fini. L'Inter sera champion, c'est sûr. 24 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Meilleure attaque, 70 buts inscrits comme en championnat. Seulement 13 buts concédés. Et meilleur buteur, Lautaro Martinez. Ils sont tout simplement trop forts, l'Inter Milan, du côté de l'Italie, même en Europe, parce qu'ils sont impressionnants, cette équipe. Voilà. On va parler de l'autre Milan. Milan AC jouait contre Empoli et pareil que l'Inter, petite victoire 1-0, Pulisic l'unique buteur du match, donc parfait bien sûr pour l'AC Milan avant de jouer là en Europa League jeudi. Il y a aussi la Juventus Turin contre l'Atalanta Bergame, score final 2 partout entre ces deux équipes, donc un nul en gros qui arrange aucune des deux équipes. Et surtout la Juve les gars fait du surplace actuellement, ils n'arrivent plus à gagner. La Juventus les gars, regardez, la vieille dame compte une victoire sur ses 7 derniers matchs, bon ils ont gagné un match, mais voilà, en 7 matchs, c'est peu quand même pour la Juve là, donc voilà, ils n'avancent plus du tout, ils prennent très peu de points. Et c'est une catastrophe pour cette fin de saison. La Fiorentina contre l'AS Roma, donc l'AS Roma 2 partout, mais l'AS Roma les gars, un deuxième but inscrit grâce à Llorente à la 95e minute de jeu, sinon ils auraient perdu le match. Donc voilà, bon point pris on va dire pour l'AS Roma. Oussem Aouar, l'ancien lyonnais, a été buteur, donc on est plutôt content pour lui. Et des nouvelles, tiens, c'est vrai que parce qu'il joue très peu, Oussem Aouar. Donc l'Algérien joue très peu à Rome, il n'avait plus été titulaire en Serie A depuis le 5 novembre dernier. Donc il a commencé titulaire hier,
Donc il a été buteur lors de cette rencontre, mais c'est que il joue très peu. Bon, il a marqué son 3e but de la saison du côté de l'AS Roma. Et on va parler du match entre le Renoir et le Monza. Donc le Renoir a perdu, pourtant ils ont beaucoup dominé le match, mais surtout par rapport à Vitinha, on a parlé tout à l'heure qu'il était au Vélodrome, parce qu'il a joué la veille lors de cette rencontre, puis il a commencé au remplaçant, il est rentré à la mi-temps et il a marqué son premier but du côté de cette équipe du Genoa. Donc il égalise, mais bon, ça n'a pas suffi. Son équipe s'est inclinée. Donc concernant Vitinha, n'oubliez pas qu'il est prêté avec une option d'achat de 25 millions d'euros. Ça m'étonnerait tout simplement que Genoa l'achète en fin de saison, surtout qu'il n'a toujours pas commencé une fois titulaire comme depuis son arrivée en janvier dernier. Tous les autres résultats en Italie, on parlait de tous les matchs ce soir. Tiens, Lazio contre Udinese. Pour finir bien sûr cette journée en Italie et le classement, donc l'Inter en tête. Voilà, l'Inter, combien ça fait, combien de points d'avance, 16 points d'avance sur l'AC Milan. Voilà. Ils ont pillé le championnat, bien sûr, il ne reste plus que 10 journées. Donc la Juve qui vient de perdre sa 2e place, l'AC Milan maintenant est 2e et Bologne 4e. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y aura un suspense aussi pour la 4e place qualificative, bien sûr, pour la future Ligue des Champions. Et on finit avec le championnat allemand, comme d'habitude, le Bayer Leverkusen joue contre Wolfsburg hier et Leverkusen s'est imposé 2-0. Tella et Wirtz ont été les 2 buteurs de la rencontre. Donc Wolfsburg en prend un rouge en plus en première mi-temps, donc ce qui a facilité les choses côté Leverkusen. Un match à sens unique, 70% de possession de balle, 19 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, sans souci, Leverkusen a gagné. Le Leverkusen se rapproche très proche de remporter le championnat. Il compte 10 points d'avance sur le Bayern Munich. 25 matchs joués, 21 victoires, 4 nuls, 0 défaites. Donc incroyable bien sûr cette saison qui est quasiment historique. Je ne sais pas s'ils ont déjà fait une saison entière sans perdre. Et là on se dirige sur ça. Pour Leverkusen, c'est quasiment peut-être jamais vu dans leur histoire. Et Grimaldo, bien évidemment, il y a eu 2 buts inscrits. Bon, il n'a pas marqué, mais il a été décisif avec une passe D. Donc cette saison, toute compétition confondue, c'est 11 buts et 12 passes D, les défenseurs gauche. Regardez les stats, il a des stats bien meilleures que beaucoup de numéro 9 actuellement en Europe, alors qu'il est un joueur défensif, Grimaldo. Le Bayern, donc eux, ils en ont passé 8 à Mayence. C'est que le Bayern, on sait que ces derniers temps, ils ont un peu de mal, mais là, Mayence, ils ont pris pour tous les matchs où ils ont floppé ces derniers temps le Bayern. 8-1 pour le Bayern Munich. Donc Müller, Musiala, Gnabry, Goretzka, et bien sûr le festival Harry Kane, triplé d'Harry Kane, donc rien à dire. Le Bayern, ça a beaucoup mieux. Ils ont gagné 3-0 il y a quelques jours contre la Lazio, là 8-1. Ils ont marqué 11 buts sur leurs 2 derniers matchs, alors que les matchs avant, ils enchaînaient défaite sur défaite. Bref, 25 tirs, 12 tirs cadrés, 8 buts inscrits par le Bayern Munich. Le grand 8 tout simplement pour cette équipe du Bayern. Et Harry Kane a inscrit son 4e triplé de la saison. Déjà 4e fois qu'il marque un triplé. C'est fou. Il a joué 25 matchs de Première Ligue, 30 buts. Et c'est simple. Lewandowski, déjà avant, on disait que c'est fou ce qu'il faisait, mais il fait encore pire, enfin encore mieux que Lewandowski tout simplement. Harry Kane devient le 2e joueur de l'histoire à avoir inscrit 30 buts en Bundesliga sur une première saison après Uwe Seeler en 63-64. Et c'est pas fini, il reste encore 8 matchs. Il va dépasser peut-être la barre des 40 buts s'il continue à marquer des triplés par match. Harry Kane, c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser. Goretzka aussi, donc lui aussi un énorme match. 2 buts, 2 passes D pour le joueur allemand. Donc décisif sur 4 des 8 buts inscrits par le Bayern Munich. Dortmund, avant de recevoir le PSV en Ligue des Champions cette semaine, ils jouent contre le Werder, ils se sont imposés 2-1. Donc Malen et Sancho. Sancho a été buteur et ils ont joué toute la 2e mi-temps avec un joueur en moins. Ils ont pris un rouge, ça me disait un point rouge. Mais Sancho buteur et les stats, rapidement comme souvent je vous les montre. Et Sancho, il a inscrit son premier but depuis son retour au Borussia Dortmund en janvier dernier. Il y a aussi Leipzig, après avoir perdu, enfin plutôt ils ont fait le nul, et surtout éliminé contre le Real Madrid. Ils ont gagné 2-0 contre Darmstadt. C'est une très belle équipe bien sûr du RB Leipzig. Tous les résultats de ce championnat allemand. Donc voilà, le championnat est quasiment plié. On connaît déjà les équipes à quelle position elles vont finir. Le Leverkusen, ça va finir premier, c'est quasiment sûr. On ne les voit pas s'effondrer, il reste 9 journées. Donc le Bayern Munich 10 points derrière, mais Bayern a quand même pas mal de points sur Stuttgart qui est 3e. Après, regardez, il y a des creux, à part avec Dortmund après Leipzig, mais sinon il y a des creux partout. Donc voilà, ce championnat allemand, les gars, il n'y a plus trop de suspense, on sait les équipes qui vont être qualifiées certainement pour la future LDC. Rapidement les gars, on va parler aussi d'autres championnats. Par exemple en MLS, l'Inter Miami de Messi, ils ont joué contre Montréal, c'était la nuit dernière, et ils ont perdu 3-2. Première défaite de l'Inter Miami au match officiel sur cette nouvelle saison. Donc voilà, on peut voir le scénario, 1-1, 3 pour Montréal, ils sont revenus à 3-2, mais ça n'a pas suffi. Concernant Messi, les gars, il n'a pas joué, il avait un jour de congé, en gros. L'entraîneur Tata Martino l'a laissé au repos tout simplement pour souffler. Et voilà, quand Messi n'est pas là, l'Inter Miami perd. Premier match où il n'est pas là. Et ils se sont inclinés 3-2. Donc classement, ça donne quoi? Donc toujours en tête, mais ils ont joué 4 matchs. Un match de plus que toutes les autres équipes. Donc voilà, concernant toutes ces équipes là derrière, là où il y a mon doigt, la seule gagne
Ce soir, on va dire, elles passeront devant l'Inter Miami au classement. Du côté du Portugal, tous les résultats avec hier la victoire du Benfica 3-1 contre Estoril, la victoire aussi du Sporting 3-0 à Arouca. Notez que Porto s'était imposé vendredi 3-0. Il reste un match ce soir. Et le Sporting devant le Benfica, un point d'écart. Notez que le Sporting a un match en retard par rapport au Benfica. Puis après, il y a un creux avec l'équipe de Porto. Bon, c'est les 3 plus grosses équipes aux 3 premières positions du côté de ce classement. Du côté du championnat néerlandais, par exemple, l'Ajax a fait 2 partout avant de se déplacer au Villa Park, au stade d'Aston Villa, pour un match d'Europa Conference League jeudi. L'équipe du PSV avant d'affronter Dortmund. Ils se sont imposés 1-0. Et le classement, donc le PSV, 25 matchs joués, 22 victoires, 3 nuls, 0 défaite, un peu comme Leverkusen aussi. Ils vont remporter bien sûr le championnat. 9 journées de la fin, ils ont 10 points d'avance sur le Feyenoord Rotterdam qui réalise également une très grosse saison. Et du côté de la Turquie, donc le Galatasaray s'est imposé 6-2, on a parlé vendredi. Mais l'équipe qui les suit juste derrière, le Fenerbahçe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné 4-1, le Fenerbahçe. Donc voilà, Galatasaray 78, Fenerbahçe 76. Regardez, après on descend à 49 points. Je ne sais pas, ça fait combien, je sais pas, 25 points d'écart. Donc voilà, ça va se jouer entre les 2 premiers. Il reste plus que 9 journées du côté du championnat turc. Et on finit les gars cet épisode avec ça. Déjà un mois jour pour jour. La victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN, c'était le 11 février. On est le 11 mars. Déjà un mois est passé depuis que bien sûr c'est la Côte d'Ivoire a remporté cette compétition chez elle, parce que ça se déroulait bien sûr en Côte d'Ivoire, cette compète. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon, ça a été long, de toute façon lundi, vous le savez, quand je parle tous les week-ends, il y a des choses à dire. Donc on se retrouve bien évidemment demain. On commencera à parler de la Ligue des Champions, parce que cette semaine, bien sûr, grosse semaine de Champions League et de Coupe européenne tout simplement. Et bonne journée à vous et à demain.